16 décembre 1944, 14h47, le capitaine américain Robert Mitchell se figea derrière son abri. Ses jumelles lui montraient quelque chose qui défiait toute logique militaire. Le bunker allemand au carrefour, que sa compagnie essayait de prendre d'assaut depuis 6 heures, continuait de cracher la mort. 12 hommes étaient déjà tombés, 18 blessés. Et après chaque accalmie, quand il pensait que le défenseur devait être mort ou à court de munitions, la MG-42 reprenait son martèlement mortel. Mitchell saisit son appareil radio. Sa voix était rauque, incrédule. « Combien d'Allemands sont dans ce fichu bunker ?» La réponse allait le bouleverser. Après la guerre, en lisant les documents allemands, il apprendrait ce qu'il ne pouvait pas croire sur le moment. Il n'y en avait qu'un, un seul sergent allemand, seul, pendant 48 heures, contre toute une compagnie d'infanterie américaine. Ceci est l'histoire du sergent Paul Schaeffer, 32 ans, originaire de Cologne, spécialiste en mitrailleuses de la 12e division de Volksgrenadiers. Un homme qui, au petit matin du 16 décembre 1944, prit une décision que les journaux de guerre américains qualifieraient d'impossible. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 18 heures en arrière, au moment où tout a commencé, 15 décembre 1944, 20h30, l'Eifel, en Belgique. La neige tombait à gros flocons sur le paysage. Le sergent Schaeffer était assis dans le bunker 8, un petit bunker en béton surveillant un carrefour stratégique. À ses côtés se trouvaient 3 autres soldats. Le grenadier Dubois, 19 ans, à peine 2 semaines au front. Le caporal Weber, 27 ans, un vétéran d'Afrique du Nord. Et le soldat Schmidt, 22 ans, un homme calme de Bavière, qui portait constamment une photo de sa fiancée dans la poche de sa poitrine. Les 4 hommes ne se connaissaient que depuis 3 semaines. La division avait été nouvellement constituée, pleine de remplaçants et de jeunes recrues. Mais Schaeffer était différent. Il avait vécu la Pologne, la France, la Russie. 3 années sur le front de l'Est lui avaient appris que la survie était une question de préparation et de discipline. Il insistait pour que le bunker soit parfaitement organisé. Caisses de munitions empilées et numérotées. Canon de rechange pour la MG-42 prêt. Grenades à main à des positions désignées, réservoir d'eau rempli, ration d'urgence vérifiée. Weber avait plaisanté. « Schaeffer, on ne reste ici qu'une semaine. Tu t'installes comme si on devait y rester 1 an ?» Schaeffer n'avait pas souri. « En Russie, j'ai appris, sois prêt à tout, ou tu meurs surpris. » À 22h15, l'ordre arriva par radio. L'offensive commencerait le lendemain matin. Leur mission était simple. Tenir le carrefour pendant que les forces principales avançaient. Ensuite, ils seraient relevés. Schaeffer acquiesça. Il ordonna aux hommes de dormir par roulement. Il prit lui-même le premier quart. Ce qu'il ignorait, ce que personne ne savait, c'est que le carrefour qu'il gardait était marqué sur les cartes américaines comme une voie de repli critique, que leur position deviendrait, dans 18 heures, le point central de combat désespéré, que lui, Paul Schaeffer de Cologne, serait bientôt tout seul. 16 décembre 1944, 05h30. Le ciel était encore sombre quand l'artillerie allemande commença. Le sol tremblait. Schaeffer réveilla les hommes. Ils prirent leur position. La MG-42 était chargée, sécurisée, prête. Ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. À 06h15, ils l'entendirent. Des moteurs, des chars, de l'infanterie. Mais les bruits ne se rapprochaient pas de leur bunker. Ils se dirigeaient vers le nord, vers la ligne principale. Schaeffer comprit, ils étaient la couverture de flanc, l'assurance. Si les Américains tentaient d'encercler les troupes qui avançaient, ce bunker devrait les arrêter. Les heures passèrent. 07h, 08h, 09h, rien. Seulement le grondement lointain des combats au nord. Dubois était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement. Schaeffer le remarqua.
Il parla calmement. Dubois. Vérifie encore une fois les munitions, compte chaque caisse. Le jeune homme acquiesça, reconnaissant d'avoir une tâche à accomplir à 11h45. Weber les vit en premier. Du mouvement sur la route, à environ 800 mètres. Schaeffer saisit ses jumelles, infanterie américaine, au moins une compagnie, peut-être plus. Ils avançaient prudemment, utilisant le couvert. Ils ne savaient pas exactement où était le bunker. Pas encore. Schaeffer ordonna un silence absolu. Personne ne bouge, personne ne respire fort. On les laisse s'approcher. Weber demanda doucement. Jusqu'à quelle distance? Schaeffer répondit. 200 mètres. Ensuite, on ouvre le feu. Les Américains avançaient. 600 mètres, 500 mètres, 400 mètres. Schaeffer pouvait voir leurs visages. De jeunes hommes, certains souriaient. Ils pensaient que la résistance était brisée, que les Allemands reculaient. Ils ne se doutaient pas que 4 hommes dans un bunker en béton les observaient. 300 mètres. Schaeffer posa sa main sur la MG42. Sa voix était glaciale. Prêt. Weber et Schmitt prirent leurs fusils. Dubois tenait des grenades à main. 250 mètres, 200 mètres. Schaeffer appuya sur la détente. La MG42 était connue pour sa cadence de tir. 1200 coups par minute. Les Américains l'appelaient la scie d'Hitler, à cause du bruit déchirant et incessant. Dans les 3 premières secondes, Schaeffer avait tiré 60 balles. La première ligne américaine s'effondra. Des hommes tombèrent, hurlèrent, cherchèrent désespérément un abri. Weber et Schmitt tiraient des coups isolés et contrôlés. Dubois lança 2 grenades à main dans un groupe qui se rassemblait derrière un arbre tombé. Les explosions projetèrent de la neige et de la terre en l'air. La première attaque dura 7 minutes. Lorsque les Américains se retirèrent, 14 de leurs camarades gisaient dans la neige. 4 ne bougeaient pas. 10 criaient à l'aide. Schaeffer cessa le feu. Il n'était pas un monstre. Les blessés ne représentaient aucune menace. Ce qui se passa ensuite allait donner le ton pour les 48 heures suivantes. Les Américains tentèrent de récupérer leurs blessés. Schaeffer les laissa faire. Weber demanda « Pourquoi on ne tire pas ?» Schaeffer répondit « Parce qu'on est des soldats, pas des assassins. Laissons-les récupérer leurs hommes. » Mais lorsque les Américains tentèrent d'avancer sous le couvert de cette opération de sauvetage, Schaeffer ouvrit de nouveau le feu. Le message était clair. Récupérez vos blessés. Mais n'essayez pas de nous contourner. Le commandant américain comprit. 2 hommes récupérèrent les blessés. Le reste se retira. Il était 12h17. Le premier combat était terminé. Schmitt respirait bruyamment. C'était trop facile. Ils reviendront. Avec plus d'hommes, Schaeffer acquiesça. Je sais, vérifiez les munitions, changez le canon, buvez de l'eau. Dans 1 heure, ils seront de retour. Il avait raison. À 13h45, la deuxième attaque commença. Cette fois, ils étaient plus nombreux, au moins 60 Américains, et ils avaient appris. Ils ne venaient pas frontalement. Ils essayaient d'attaquer des 2 côtés à la fois. Schaeffer l'avait prévu. Le bunker avait des meurtrières dans 3 directions. Lui et Weber prirent le flanc gauche, Schmitt à droite. Grenadier Dubois chargeait les bandes de munitions et lançait des grenades à main par les meurtrières. La MG42 crachait, pose, pivota et crachait à nouveau. Les Américains avançaient, mais chaque mètre leur coûtait des hommes. Au bout de 10 minutes, ils se replièrent de nouveau. Cette fois, ils laissèrent 8 autres morts derrière eux. Mais quelque chose avait changé. Sergent Paul Schaeffer le remarqua immédiatement. Pendant la retraite, les Américains avaient installé des mortiers. Il cria « À couvert! À terre !» Le premier obus tomba à 20 mètres devant le bunker 8, le deuxième à 15 mètres sur la droite. Il se rapprochait. Le troisième frappa l'extérieur du bunker. Les murs de béton tinrent bon, mais le bruit dans la petite pièce était assourdissant. De la poussière tomba du plafond.
Le nez de Dubois saignait à cause de la surpression. 6 obus tombèrent, puis le silence. Schaeffer savait ce que cela signifiait. Ils avaient localisé le bunker. Maintenant, ils allaient arriver avec tout ce qu'ils avaient. 14h30, la 3e attaque. Cette fois, les Américains combinaient tout. Tirs de mortier, tirs de mitrailleuses pour la suppression, infanterie avançant sous cette couverture, grenades fumigènes pour dissimuler leurs mouvements. Schaeffer combattait méthodiquement, des rafales courtes et précises. Il ne gaspillait aucune munition. Il visait les mouvements dans la fumée, les lueurs des canons, les ombres. Caporal Weber était partout, aidant là où c'était nécessaire. Soldat Schmitt tirait avec un calme de fer. Dubois, le visage couvert de poussière et de sueur, rechargeait les munitions aussi vite que ses mains pouvaient bouger. Cette attaque dura plus longtemps, presque 20 minutes. Les Américains arrivèrent jusqu'à 50 mètres, assez près pour que Schaeffer puisse voir leur visage. Un sergent hurlant sur ses hommes pour les faire avancer, un jeune soldat pleurant tout en rampant, un officier avec un pistolet menant ses hommes. Schaeffer visa l'officier non par haine, par nécessité tactique. L'officier tomba. La ligne américaine hésita. Un moment de confusion. Schaeffer en profita. Une longue salve sur toute la ligne. Les Américains s'effondrèrent, se replièrent. Cette fois, dans la panique. Cette fois, ils laissèrent tout derrière eux. 15 heures. Le calme. Schaeffer vérifia ses hommes. Dubois était indemne, mais en état de choc. Ses yeux fixaient le vide. Weber avait une légère blessure superficielle au bras où un éclat de pierre l'avait touché. Schmitt était calme comme toujours. Mais Schaeffer vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose de dur, quelque chose qui naît dans la guerre. Schaeffer ordonna une pause. Ils mangèrent des rations de secours, burent de l'eau. Personne ne parlait. Qu'y avait-il à dire? Ils étaient encore en vie. Leurs ennemis ne l'étaient pas. Et dans 1 heure, cela recommencerait. La 4e attaque arriva à 16h20 et la 5e à 17h45, alors que le crépuscule tombait. À chaque fois, le même schéma. Tir de mortier, avancée de l'infanterie, réponse de la MG-42. Retraite américaine. Mais les Américains apprenaient. Ils devenaient plus prudents, plus habiles, et ils étaient plus nombreux. À 19h, dans l'obscurité presque totale, ils tentèrent une attaque nocturne. Sans mortier, pour ne pas révéler leur position. Approche silencieuse. Mais Schaeffer avait des fusées éclairantes. Dès qu'il entendit le premier mouvement, Weber tira une fusée éclairante. Le ciel devint aussi clair qu'en plein jour. Devant le bunker, à seulement 30 mètres, il y avait au moins 40 Américains essayant de se faufiler. La MG-42 par là. Dans la lumière spectrale de la fusée éclairante, c'était comme un cauchemar. Des hommes tombaient de partout, criaient, rampaient pour se retirer. Lorsque la fusée éclairante s'éteignit, la nuit fut remplie de cris. Schaeffer fit une pause. Son cœur battait à tout rompre. Il n'était pas un monstre, mais il était un soldat. Et les soldats font ce qu'il faut faire. À 21h30, tout changea. Cela commença par un bruit, un sifflement strident. Schaeffer le reconnut immédiatement. De l'artillerie lourde, pas des mortiers. Les Américains avaient amené de gros canons. La première salve tomba. 3 obus. Un frappa à 40 mètres à gauche, un à 30 mètres à droite. Un juste devant le bunker. Le sol trembla. Le bunker frissonna. De la poussière et de petits morceaux de roche tombèrent du plafond. Dubois hurla. Pas de douleur, de peur. Schaeffer le saisit. Dubois, le bunker tiendra. Il est fait pour ça. Mais le jeune homme n'entendait pas. Il tremblait de façon incontrôlable. La deuxième salve. 4 obus. Un frappa l'arrière du bunker. Un coup de tonnerre. La lampe s'éteignit. Dans l'obscurité, Schaeffer ne pouvait entendre que la respiration lourde de ses hommes.
Weber trouva une lampe de poche. Dans la faible lumière, ils virent les dégâts, des fissures dans le mur arrière. Rien de structurel, mais inquiétant. Et pire, l'appareil radio était détruit. Un éclat de pierre l'avait touché. L'écran était brisé. Des câbles pendaient. Schmitt essaya de le réparer. Au bout de 10 minutes, il secoua la tête. Mort. On ne peut appeler personne. La troisième salve. 6 obus. Méthodiquement, les Américains se rapprochaient. Testaient la portée. Bientôt, ils allaient faire mouche. Et puis à 22h15, l'inévitable se produisit. Un obus frappa directement au-dessus de la meurtrière, avant. L'explosion fut assourdissante. L'onde de choc projeta les 4 hommes au sol. Pendant un instant, il y eut un silence absolu. Puis, les cris commencèrent. Weber était le plus proche de l'explosion. Schaeffer rampa jusqu'à lui. À la lumière de la lampe de poche, il vit ça. Un gros éclat de roche avait frappé la poitrine de Weber, du sang partout. Weber attrapa la main de Schaeffer, essaya de parler. Du sang coulait de sa bouche. Schaeffer lui serra la main. « Calme-toi, camarade, calme-toi. On va te sortir de là. » Mais ils savaient la vérité. Ils étaient isolés. Pas de radio. Aucun infirmier ne viendrait. Weber allait mourir ici. Weber le savait aussi. Il serra la main de Schaeffer, essaya de sourire. Puis sa prise s'affaiblit. À 22h23, sa respiration cessa. Schaeffer lui ferma doucement les yeux. Il avait vu beaucoup d'hommes mourir, en Pologne, en France, en Russie, mais ça ne devenait jamais plus facile. À chaque fois, il avait l'impression qu'un morceau de sa propre âme mourait. Il n'avait pas le temps de pleurer. La 4e salve arriva. Et la 5e, les Américains savaient maintenant qu'ils pouvaient endommager gravement le bunker. Ils n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils ne s'effondreraient pas ou qu'ils ne l'auraient pas pris d'assaut. À 23 ans, Schmitt avait pris une décision. Il se leva, son uniforme couvert du sang de Weber, et dit calmement « Schaeffer, je pars ». Schaeffer le fixa. « Quoi ?» Schmitt répéta « Je pars ». Par la porte de derrière, « Je vais essayer de rejoindre nos lignes. Chercher de l'aide. » Schaeffer secoua la tête. « C'est du suicide. Les Américains nous encerclent. »« Tu ne feras pas 50 mètres ?» Schmitt sourit tristement. « Peut-être. Mais si je reste, on va tous mourir ici. Si je pars, j'ai peut-être une chance. Et si je réussis à passer, ils pourront nous relever. » La logique était indéniable. Mais le risque était immense. Schaeffer regarda dans les yeux de Schmitt. Il voyait de la détermination, de l'acceptation. L'homme avait fait son choix. Le sergent Paul Schaeffer hocha lentement la tête. « Pars à la prochaine salve d'artillerie. Le bruit masquera ton mouvement. » Soldat Schmitt lui tendit la main. « Ce fut un honneur, sergent. » Ils se serrèrent la main. Puis ils attendirent. À 23h17, la salve suivante commença. Schmitt ouvrit la trappe arrière. Un dernier regard en arrière. Puis, il disparut, englouti par la nuit et le fracas. Schaeffer ne saurait jamais si Schmitt avait réussi. Après la guerre, il lirait dans des rapports qu'un soldat allemand avait été abattu cette nuit-là par une patrouille américaine, à seulement 300 mètres du bunker 8. Il supposerait toujours que c'était Schmitt. Maintenant, il n'était plus que 2. Schaeffer et le grenadier Dubois, âgé de 19 ans, le bunker était endommagé. La radio, hors service. Un camarade était tombé. Un autre, probablement aussi. Et la nuit était encore longue. Les heures jusqu'à minuit furent relativement calmes. Les Américains tiraient occasionnellement des obus de mortier, plus pour ébranler le bunker que pour de réelles raisons tactiques. Schaeffer mit ce temps à profit. Il organisa les munitions restantes. 12 bandes de munitions pour la MG-42, environ 3000 cartouches, 4 grenades à main, une demi-douzaine de fusées éclairantes, 2 réservoirs d'eau pleins, des rations de secours pour 3 jours. Il regarda Grenadier Dubois.
Le jeune homme était recroquevillé dans un coin, les bras enroulés autour de ses genoux. Ses yeux étaient vides. Schaeffer connaissait ce regard. Il l'avait vu trop souvent. Des hommes qui se brisaient intérieurement, avant même que leur corps ne tombe. Il s'assit à côté de Dubois, parla doucement. « Comment vas-tu » Dubois ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix brisée, « Je n'ai jamais tué personne, sergent. Il y a 2 semaines. J'étais encore à l'école. Et maintenant, il y a des hommes morts là-bas, parce que j'ai lancé des grenades. » Schaeffer resta silencieux un instant. Puis, « Je sais, ce n'est jamais facile, même après des années. Mais écoute, Dubois, ceux qui sont là-bas, ils nous tueraient sans hésiter. C'est la guerre. Tu n'as pas demandé cette guerre. Moi non plus. Mais nous sommes ici. Et si nous voulons vivre, nous devons combattre. » Dubois le regarda. « Croyez-vous que nous allons nous en sortir vivants ?» Schaeffer ne mentit pas. « Je ne sais pas, mais tant que nous respirons, nous combattons. Compris ?» Dubois hocha lentement la tête. Schaeffer lui tapota l'épaule. Puis, il reprit sa position à la MG42. Il était 00h45, le 17 décembre. Le 2e jour avait commencé. À 0h30, les Américains tentèrent leur 7e attaque, encore de nuit, cette fois avec plus de prudence. Ils avançaient lentement. Utilisant chaque couverture, Schaeffer les laissa s'approcher jusqu'à 40 mètres, avant de tirer une fusée éclairante. Dans la lumière soudaine, les Américains se figèrent. Schaeffer ouvrit le feu. La MG42 martelait. Des hommes tombèrent, mais cette fois, les Américains ripostèrent. Intenso. Des balles ricochaient sur les murs de béton. Certaines volaient à travers les meurtrières. Dubois se baissa, les mains sur la tête. Le combat ne dura que 5 minutes. Mais il fut intense. Lorsque les Américains se retirèrent, 3 bandes de munitions étaient vides et Schaeffer avait une éraflure sanglante à la tempe, là où un éclat de pierre l'avait touché. Dubois l'aida à panser la blessure. Ses mains tremblaient moins maintenant. Le choc laissait lentement place à la réalité, qu'il allait soit se battre, soit mourir. Et face à ce choix, il trouva, comme beaucoup avant lui, un courage qu'il ne savait pas posséder. La 8e attaque arriva à l'aube, à 06h20. Les Américains avaient reçu des renforts pendant la nuit. Schaeffer pouvait compter au moins 100 hommes. Et pire, ils avaient un char, un M4 Sherman. La vue fit sombrer le cœur de Schaeffer. Le bunker pouvait résister à l'infanterie, mais contre un canon de 75 mm. Le Sherman avança, l'infanterie le suivant en couverture. Schaeffer savait que s'il laissait le char tirer, le bunker ne tiendrait pas. Il devait faire quelque chose. Il attrapa une des grenades à main restante. Dubois le regarda fixement. « Sergent, que faites-vous » Schaeffer répondit. « Quand le char s'approchera, je vais lancer ça à travers la meurtrière. C'est une tentative désespérée, mais c'est tout ce qu'il nous reste. » Le Sherman se rapprochait. 100 mètres, 80 mètres, 60 mètres. Schaeffer tenait la grenade à main, prêt à la lancer. Mais alors, de manière inattendue, le char s'arrêta. Le commandant avait apparemment peur de s'approcher trop près du bunker. Au lieu de cela, il commença à tirer à distance. Le premier obus manqua sa cible, frappant 10 mètres à droite. Le deuxième frappa le côté du bunker. Le mur tint bon, mais de larges fissures apparurent. Le troisième frappa le plafond. Le béton s'effritait. La fin semblait proche. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Du nord, à peine audible au-dessus du bruit du combat, un nouveau son se fit entendre. L'artillerie allemande. L'offensive au nord avait apparemment repoussé les lignes américaines. Et maintenant, les canons allemands pouvaient atteindre ce secteur. Le premier obus allemand atterrit à 200 mètres derrière le Sherman américain, le deuxième à 150 mètres, le troisième à 100 mètres. Le commandant américain comprit. S'il restait, son char deviendrait une cible. Il se replia, l'infanterie suivant précipitamment. Pendant un bref
Un merveilleux moment. Il y eut le silence. Schaeffer et Dubois se regardèrent, incrédules. Ils avaient survécu, encore. Mais la joie fut de courte durée. À 0:04, il devint clair que l'artillerie allemande ne resterait pas. Les obus cessèrent. Les voix américaines revinrent, plus fortes maintenant, plus en colère. Ils en avaient assez. La 9e attaque commença à 09h15, cette fois sans le Sherman, mais avec une intensité désespérée. Les Américains tiraient tout ce qu'ils avaient, fusils, mitrailleuses, mortiers. Le bunker se transforma en un enfer de bruit, de poussière et de peur. Schaeffer se battait mécaniquement, charger, viser, tirer, charger, viser, tirer. Dubois lança leurs 2 dernières grenades à main. La défense tenait, mais de justesse. Et puis, à 09h47, un obus de mortier frappa juste à côté de la meurtrière, là où Dubois se tenait. L'explosion ne fut pas forte. Mais un éclat de pierre, petit comme un doigt, vola à travers la meurtrière. Il frappa Dubois au cou. Le jeune homme attrapa son cou. Du sang jaillissait entre ses doigts. Il regarda Schaeffer, les yeux pleins de peur et d'incrédulité. Essaya de parler, mais seul du sang sortit. Schaeffer lâcha la MG42, se jeta sur lui, essaya d'arrêter le saignement, appuya avec les 2 mains, mais il savait. La carotide était touchée. Rien n'arrêterait ça. Dubois a vécu encore 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, Schaeffer lui tint la main, prononça des mots apaisants, mentit en disant que tout irait bien. Et quand les yeux de Dubois devinrent vitreux, quand sa prise s'affaiblit, quand son dernier souffle vint, Schaeffer était là avec lui. Puis, Paul Schaeffer fut seul, complètement seul, dans un bunker endommagé, entouré d'ennemis, sans radio, sans espoir de relève, avec des munitions limitées. Face à toute une compagnie américaine, tout homme censé se serait rendu, aurait hissé un drapeau blanc, aurait espéré la clémence, mais le sergent Paul Schaeffer n'était pas seulement censé. C'était un sergent allemand, et il avait un ordre, tenir le carrefour. Alors il continua à se battre. Seul. Les 38 heures suivantes sont documentées dans les rapports américains. Le capitaine Robert Mitchell écrivit dans son journal de guerre « Nous ne comprenons pas comment ce bunker continue de tirer. Nous avons tout essayé. Des tirs d'artillerie directs, des attaques de chars, des attaques d'infanterie de jour comme de nuit. Rien ne fonctionne. Il doit y avoir plus d'un homme. Il est impossible qu'un seul y parvienne. » Mais il n'y en avait qu'un. Schaeffer se battait avec une brillante méthodique. Il avait appris à économiser ses munitions. Des rafales courtes et précises, jamais plus que nécessaires. Il utilisait les cadavres des morts comme une arme psychologique, les laissant là où ils étaient tombés. Une preuve macabre de son efficacité meurtrière. Il dormait par courtes périodes. 10 minutes ici, 15 minutes là. Toujours à l'écoute du moindre mouvement à l'extérieur. Il mangeait avec parcimonie, buvait peu. Il se parlait à lui-même pour garder la raison. Récitait des poèmes qu'il avait appris à l'école. Parlait aux morts, Weber, Dubois et Schmitt, comme s'ils étaient encore avec lui. La 10e attaque, la 11e, la 12e, elles se mélangeaient. Le jour devint nuit, puis jour à nouveau. Schaeffer perdit la notion du temps, n'existait que dans l'instant. Survivre, combattre, répéter. Les Américains tentèrent tout. Ils essayèrent d'affamer le bunker, mais Schaeffer avait des rations. Ils essayèrent de l'aveugler avec des grenades fumigènes, mais il tira à l'aveugle et toucha quand même sa cible. Ils essayèrent de s'approcher de nuit, mais il avait des fusées éclairantes. Pas beaucoup, mais assez. Le pire était la solitude. L'absolue, écrasante solitude. En Russie, il avait appris à endurer le froid, la faim, la peur. Mais la solitude était différente. Elle rongeait l'âme, surtout dans les moments de calme, quand il n'y avait pas de tir, quand il n'y avait que lui et ses pensées.
Il pensait à Cologne, à sa femme, Élise, à sa fille, Camille, 7 ans. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans. La reverrait-il un jour? Se souviendrait-elle de lui? Ou aurait-elle, comme tant d'enfants, seulement une image floue d'un père qui n'était jamais revenu de la guerre? 18 décembre, 14h30. Presque exactement 48 heures depuis la première attaque. La dernière caisse de munitions de Schaeffer était à moitié vide. Encore environ 500 cartouches. Ses mains saignaient à cause des pièces métalliques chaudes de la MG42. Ses yeux brûlaient à cause du manque de sommeil et de la poussière. Son corps criait au repos, mais son esprit restait acerbe. Pas encore abandonné, pas encore tombé. Et puis, il l'entendit. Un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis 2 jours. Des voix allemandes, des cris, des ordres. Le bruit des chenilles de chars. Schaeffer osait à peine espérer. Il rampa jusqu'à la meurtrière, regarda dehors, et là, à environ 400 mètres sur la route au nord, il les vit. Des troupes allemandes, des chars, de l'infanterie. L'offensive avait percé les lignes américaines. Des renforts arrivaient enfin. Les Américains les virent aussi. Mitchell donna l'ordre de se replier. Ces hommes avaient assez souffert. 39 morts, 57 blessés. Tout à cause d'un seul bunker allemand. Il était temps de partir. Lorsque les troupes allemandes atteignirent le bunker, elles trouvèrent Schaeffer inconscient à côté de la MG42, complètement épuisé, déshydraté, au bord de l'effondrement, mais vivant. Elles trouvèrent aussi les corps de Weber, Dubois et Schmitt, et elles trouvèrent les traces d'un combat inou, des centaines de douilles vides, des taches de sang, des éclats d'obus, des fissures dans les murs. Un bunker devenu la forteresse d'un homme. Paul Schaeffer survécut à la guerre. Il retourna à Cologne, près d'Élise, près de Camille. Il ne parla jamais beaucoup du bunker, des 48 heures, de Weber, Dubois et Schmitt. Certains souvenirs sont trop lourds pour être exprimés avec des mots, mais dans les archives américaines, la trace demeure, le journal de guerre du capitaine Mitchell, les listes de pertes de sa compagnie. Et une note écrite des années après la guerre, lorsqu'il put enfin lire les documents allemands, ce n'était qu'un homme, un seul sergent allemand. 48 heures, seul. J'ai vu beaucoup d'hommes courageux à la guerre, des 2 côtés. Mais ce que cet homme a fait, c'était autre chose. Ce n'était pas du courage, c'était quelque chose de surhumain. Quelque chose que je respecte, même s'il était mon ennemi. Ce ne sont pas que des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas de l'écran. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares, d'interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Qu'est-ce qui fait un homme comme Paul Schaeffer? Qu'est-ce qui lui donne la force de se battre seul pendant 48 heures, alors que toute raison lui dit d'abandonner? Les historiens militaires étudient cette question depuis des décennies. La réponse est complexe. C'était en partie l'entraînement. La formation militaire allemande mettait l'accent sur la discipline, l'initiative, la responsabilité. Les sergents étaient formés pour prendre des décisions, assumer des responsabilités, ne jamais abandonner. C'était en partie la camaraderie. Schaeffer ne se battait pas pour une idéologie. Il se battait pour les hommes à ses côtés. Et quand ils tombèrent, il se battit pour leur mémoire. C'était en partie le devoir. Un concept simple, presque démodé aujourd'hui, mais puissant. L'ordre était « tenir le carrefour ». Et le sergent Paul Schaeffer tint le carrefour. Après la guerre, des études furent menées sur l'effet psychologique de telle défense sur les troupes attaquantes.
Les Américains qui se battirent contre le bunker de Schaeffer montrèrent des symptômes aujourd'hui connus sous le nom de stress post-traumatique, cauchemar, tremblement, refus d'attaquer à nouveau. Un soldat, le simple soldat James Cooper, écrivit des années plus tard. Nous l'appelions le fantôme du bunker, parce qu'il semblait impossible qu'un homme fasse ça. Chaque fois qu'on pensait qu'il devait être mort, cette maudite MG42 recommençait à tirer. Ça nous a brisés, pas physiquement, mentalement. Nous avions peur d'un seul homme. C'est le pouvoir de la défense. L'avantage psychologique du défenseur sur l'attaquant. Les Américains devaient avancer à découvert, devaient s'exposer, devaient mourir. Schaeffer n'avait qu'à viser et à appuyer sur la détente. Mais même avec cet avantage, faire ce qu'il a fait seul pendant 48 heures, cela reste exceptionnel. Il y a une note de bas de page dans l'histoire, quelque chose qui n'a été connu que des décennies plus tard. Après la guerre, en 1952, Margaret Schaeffer a reçu une lettre d'Amérique de Robert Mitchell. La lettre était courte, mais émouvante. Mitchell écrivait qu'il respectait l'homme qui se trouvait dans ce bunker, que malgré les pertes de ses hommes, il comprenait que Schaeffer ne faisait que son devoir, comme eux tous. Il écrivait que la guerre avait fait d'eux des ennemis, mais que la paix leur permettait de se voir comme des hommes qui, dans des circonstances impossibles, avaient fait de leur mieux. Schaeffer a répondu, et au fil des années, les deux hommes ont entretenu une correspondance sporadique. Jamais une amitié, mais du respect, la compréhension de deux hommes qui s'étaient trouvés sur les côtés opposés d'une tragédie. Mitchell est décédé en 1978. Dans ses papiers personnels, sa famille a trouvé un dossier, étiqueté « Le Allemand dans le bunker ». À l'intérieur, il y avait des copies de tous les rapports, des croquis des défenses et une photo de Paul Schaeffer provenant d'un camp de prisonniers de guerre allemands. Mitchell l'avait obtenu d'une manière ou d'une autre après la guerre, et il l'avait conservé. Pendant toutes ces années, comme un souvenir, pas d'un ennemi, mais d'un soldat qui avait fait son devoir, jusqu'à l'extrême limite. Paul Schaeffer est décédé en 1989, à l'âge de 77 ans, à ses funérailles à Cologne. 3 hommes étaient présents, que personne ne connaissait, des Américains, des vétérans. Ils ne se sont pas présentés, n'ont rien dit, mais à la fin, ils ont déposé 3 roses sur sa tombe. Une pour Caporal Weber, une pour Soldat Schmidt, une pour Grenadier Dubois. Puis ils sont partis. Personne n'a demandé qui ils étaient, mais Margaret le savait, c'étaient les hommes de Mitchell, venus rendre hommage à un ennemi. Parce que parfois, même dans la guerre, la bravoure transcende la nationalité. L'histoire du sergent Paul Schaeffer n'est pas une histoire d'idéologie ou de politique. C'est l'histoire d'un homme qui a été placé dans une situation impossible et qui, par l'entraînement, le devoir et la pure endurance humaine, a fait l'impossible. 48 heures, seul, contre toute une compagnie. Ce n'est pas de la propagande, c'est une histoire documentée, conservée dans les archives des deux nations, confirmée par des témoins oculaires des deux côtés. Et elle nous rappelle que la guerre, aussi terrible soit-elle, crée parfois des moments qui montrent les limites de ce dont les êtres humains sont capables, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Beaucoup de spectateurs ont partagé des histoires de famille inouïes, des grands-pères qui étaient là, des lettres retrouvées dans les greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez vos histoires de famille de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous conservons ensemble.